Une forêt ou un massif forestier est une étendue boisée relativement grande, constituée dans plusieurs peuplements d'arbres, arbustes et arbrisseaux, et aussi d'autres plantes indigènes associées. Les définitions du terme forêt sont nombreuses en fonction de l'attitude et des usages. Les forêts sont aussi un milieu de vie et source de revenus pour l'être humain. Au début du XXe siècle, plus de 500 millions de personnes, dont 50 millions d'autochtones, vivent en forêt ou à ses abords. Elles abritent une grande richesse écologique. L'action de l'homme dans plusieurs régions de la planète conduit à une destruction ou une surexploitation des forêts. Cela engendre une importante déforestation qui concerne surtout actuellement les forêts tropicales. La moitié des forêts de la planète a été détruite au cours du XXe siècle. Il n'y a pas de gouvernance mondiale des forêts ni de conventions intermédiaires, mais l'ONU a mis en place un forum des Nations Unies sur les forêts. Parlons ainsi d'un terme méconnu. Il s'agit de la sylvoculture ou la sylviculture pour certains. Sylvo qui signifie forêt. Alors la sylvoculture consiste à un entretien de la forêt par l'homme. Pour comprendre ce thème, nous avons ainsi rencontré un environnementaliste, Désiré Moussassa, qui a essayé de nous expliquer largement ce terme sylvoculture. La sylvoculture, c'est un nouveau concept qui entre dans le monde de l'environnement parce qu'il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de conférences. Par exemple, en 2006, à Bamako, au Mali, il y avait eu un colloque sur l'environnement par rapport à la forêt. En 1996, il y a eu également, je crois, en Indonésie, il y a eu une conférence parlant toujours de la forêt. Et lorsque vous entendez parler de COP21, COP25, c'est toujours autour de l'environnement. Alors, qu'est-ce que c'est que la sylvoculture? La sylvoculture sera rattachée à l'activité de l'homme dans le souci de préserver, de conserver la nature à partir de la forêt. Ça signifie l'homme va passer beaucoup de temps dans la nature en train d'observer quelles sont les carences que la forêt est en train d'enregistrer, quelles sont les espèces qui sont en surpeuplement, comment essayer de les aider pour les disséminer sous la surface de la terre et permettre une évolution des individus en termes aisés. Lorsqu'il y a une partie qui se détériore, l'homme peut intervenir, par exemple lorsque les villageois ou les exportateurs de bois en ont coupé avec exagération et ça menace l'écosystème. L'homme peut intervenir pour aller redresser cette nature en replantant des arbres et en amenant différentes espèces qui sont en voie de disparition, question de les préserver. Et la sylvoculture aussi entend les bénéfices que la forêt a sur la santé de la vie de l'homme. Tout naturellement, l'homme ne peut pas vivre sans arbres. L'homme ne peut pas vivre sans les plantes. Il est impossible. Et Dieu, dans la création, il a prévu un mécanisme d'échange bénéfique, donnant-donnant. Quand l'homme entretient la nature donne à l'homme ce dont il a besoin pour son existence ou sa subsistance. En d'autres termes, il y a, par exemple, je vais énumérer certains avantages que nous tirons de la forêt. La forêt, d'abord, c'est une source alimentaire. Ça nous alimente en nous donnant de l'herbe qui est nécessaire à notre consommation comme nourriture. Ça nous procure des aliments, par exemple en termes de protéines, nous avons des viandes
Et en termes de protéines, toujours, nous avons aussi des fruits qui peuvent remplacer la viande et avec une valeur en vitamines ou en protéines qui prend 30 à 40% du poids de cette matière que vous consommez. Donc là, c'est sur le plan alimentaire. Lorsque nous prenons sur le plan du climat, la forêt joue un rôle dans la sylvoculture où il rafraîchit l'atmosphère. Les arbres sont des éléments qui absorbent facilement l'eau de d'écoulement, l'eau de ruissellement, les eaux de pluie qui tombent ou bien les eaux que l'homme rejette dans la nature. Et quand les arbres permettent leur infiltration, ils sont les premiers à récupérer cette eau-là et à la rejeter dans l'atmosphère pour maintenir la fraîcheur et l'humidité dont nous avons besoin, surtout en période de sécheresse, en période d'été. Ça permet aussi, toujours dans la sylvoculture, de donner de l'ombre au sol, de protéger le sol. Et lorsqu'il y a de l'ombre, certaines espèces naturelles, par exemple les vers de terre, les termites, les fourmis, il y a certaines autres espèces, par exemple les mollusques comme les escargots, ils peuvent subsister. Mais quand il n'y a pas cet ombrage-là, en période très chaude comme maintenant, où le soleil nous donne des températures qui avoisinent entre 25 et 32 degrés, nous allons perdre ces espèces-là. Alors la forêt joue ce rôle-là de préserver la nature. Il y a un autre élément que la forêt va nous apporter, c'est en termes de thérapie. Vous savez, dans certaines nations plus développées, par exemple au Japon, il y a des médecins qui traitent leurs patients qui ont des problèmes psychologiques, qui ont des problèmes cardiovasculaires, qui ont des problèmes de dépression, qui ont des problèmes de stress, surtout avec la vie actuelle. Vous pouvez donner des médicaments, mais parce que la personne vit dans les mêmes conditions, il vit dans le même environnement, il vit dans le même milieu, ces problèmes vont ressurgir avec une grande résurgence, ce qui va faire que la condition de la personne deviendrait pire qu'avant. C'est ainsi qu'au lieu de garder la personne sous la ville, et les Européens et les autres nations l'ont un peu compris. C'est ainsi qu'on parle de la semaine anglaise sous d'autres cieux. On permet aux gens de travailler toute lundi la semaine, ouais, au vendredi, mais le samedi et le dimanche, ils sont libres et la plupart du temps, ils vont en équitation ou en excursion dans la forêt. Vous allez trouver certaines autres personnes, ils vont faire leur footing dans les zones où il y a la forêt. Ils ne le font pas en ville. Vous savez, nous déconseillons, je glisse un peu pour donner un petit conseil à tous les coureurs que nous avons sous la ville. Ce n'est pas bon de faire leur footing le long de nos artères qui sont fréquentées par des véhicules moteurs. C'est à l'encontre de leur santé parce que tous les véhicules moteurs qui passent sont en train de dégager non seulement du CO2 et d'autres gaz à effet de serre qui sont néfastes sur la santé. Alors quand vous rentrez dans la nature, Dieu ayant donné des éléments aux plantes, par exemple les pollens. Il y a des pollens qui sont avantageux sur l'organisme humain. Quand vous les inhalez, quand vous les aspirez, ils vont perturber votre physiologie et détruire certaines anomalies au niveau du fonctionnement de votre organisme et remettre les choses en état. Et ici aussi, il faudrait qu'on puisse souligner un point important. Si vous savez que vous avez toujours des problèmes d'allergie et des problèmes respiratoires, avant que vous n'alliez profiter
de cette nature que vous n'alliez dans la forêt, il faut prendre toujours conseil auprès d'un médecin. Ou si vous n'avez pas de médecin, aujourd'hui c'est comme une habitude, c'est monnaie courante, on conseille le port des masques. Mais si vous portez un masque dans la forêt, vous n'allez pas profiter au maximum du bienfait de cette nature. Alors, quand un malade se retrouve là, avec tous ces éléments que les plantes sont en train d'exhaler, que les plantes sont en train de rejeter dans l'atmosphère, c'est bénéfique. Ici, je voudrais parler aussi des senteurs. Et souvent, ces senteurs-là, on les remarque tôt le matin, autour de 5 heures du matin, jusqu'à 6 heures, quand l'air est encore frais. Ce sont des plantes dont les fleurs ou les feuilles exhalent un parfum de bonne odeur. Vous savez, quelqu'un qui est traumatisé avec le stress sur la ville, il est tout le temps sous dépression. Quand il se retrouve dans une forêt, c'est ce que nous appelons la sylvoculture, cet avantage que la forêt va lui apporter en sentant ce parfum directement sur le niveau psychique, les pensées peuvent changer. Avec ce bon parfum, les idées peuvent changer et l'homme peut tout d'un coup retrouver son sens normal. Il y a aussi des personnes qui sont malades. Juste en regardant la nature, en contemplant la verdure qui est autour, bien entendu, quand vous êtes dans la forêt, il y a les chants d'oiseaux, il y a le bruissement des eaux qui coulent par exemple d'un rocher en passant par une falaise. Tout ça, ça interpelle l'attention de l'individu qui, s'il est au bureau, il est toujours sous la pression de son chef, il est inquiet avec aujourd'hui par exemple le problème de confinement, le problème de Covid-19. Il y a des gens qui sont en train de perdre leur emploi. Avec ce stress-là, il se dit non, peut-être que demain, moi aussi, on va me demander de rester à la maison. Donc tout ça, ça va entrer dans la thérapie et la personne va être guérie. Il y a certaines personnes qui souffrent simplement parce qu'ils aiment consommer les médicaments et ils s'empoisonnent. Vous empoisonnez votre organisme et vous empoisonnez le cerveau. Mais quand vous vous retrouvez dans cette belle nature, fruit de la création et de l'amour de Dieu, la nature peut vous restructurer et vous remettre à l'état d'homme parfait. Voilà un peu de manière ramassée ce que je peux dire sur la sylvoculture. Donc il y a la forêt que l'homme visite pour l'entretenir, l'homme visite pour en tirer le meilleur profit. Je voudrais vous donner un autre exemple. Lorsque vous parlez des chenilles, aujourd'hui à Lubumbashi, il commence à devenir difficile de plus en plus pour trouver des chenilles. Parce qu'on les consomme d'abord. Les consommer, c'est bien parce que la nature en donne en quantité. Mais malheureusement, la ceinture verte autour de Lubumbashi, qui pouvait constituer une forêt verte, a été détruite, soit pour son bois, soit pour faire les l'urbanisation aussi. L'urbanisation, c'est un phénomène urbanistique qu'il faut. En fait, il y a une chose, parce que nous sommes en train de vivre des périodes très compliquées par rapport, bien sûr, au changement climatique. Oui. Vous avez parlé de la forêt, les bienfaits de la forêt, mais aujourd'hui, je prends par exemple un exemple de Kigali. À Kigali, on fait des forêts artificielles. Pensez-vous que ça peut remédier? Parce que l'homme a réellement détruit toute le forêt. Est-ce que vous pensez que de forêts artificielles peuvent remédier à cette situation ou c'est déjà un pot cassé, on ne peut pas... Non, il ne faut pas dire que c'est déjà un pot cassé parce que la nature d'abord elle-même, elle a cette capacité de renaître, elle a cette capacité de se refaire. Mais lorsque il y a des espèces que vous avez détruites et qui ont disparu, à ce moment-là, il faudrait que l'homme intervienne. C'est là qu'intervient la sylvoculture. Donc l'homme va vers la forêt, cette fois-là pour panser les plaies que lui, l'homme, a provoquées. Personnellement, parce que vous faites allusion au Rwanda, j'ai déjà été au Rwanda, j'ai visité les forêts artificielles et il y a quelque chose qui m'a plu. Je suis allé le long du fleuve Nil. Vous savez qu'on appelle les Rwandais par exemple les Nilotiques parce qu'ils sont longés par le fleuve Nil. Et il y a une femme qui était ministre à l'époque quand moi j'ai visité le pays, qui était ministre de l'Environnement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait planter des bambous tout le long du fleuve Nil. Et les bambous, quand vous vous approchez
de ses abords, vous sentez d'abord qu'il y a une certaine odeur de forêt qui vous accueille et une certaine fraîcheur. Et non seulement ça, L'air pur. quand vous voyez le feuillu touffu que ces bambous ont constitué, les animaux qui avaient fui, parce que vous les avez délogés de leur environnement naturel, ils commencent à revenir. Et quand ils reviennent, par conséquent, l'homme peut avoir facilement du gibier parce que tu as donné de la viande comme nourriture à manger à l'homme. Donc, les efforts que les Rwandais ont consentis, ça remédie à la destruction de la forêt. Donc, nous pouvons aussi reboiser, nous pouvons aussi replanter ces espèces-là pour que nous puissions remettre l'équilibre écosystémique de la vie. Parlons de la réserve forestière du Congo. Oui. Aujourd'hui, on est ici au Katangaya, le désert de Kalahari qui est en train, de nous menacer. Est-ce que pensez-vous que cette technique, si on l'a proposée au gouvernement, elle peut permettre à ce que cette situation prenne fin? Oui, vous savez, c'est un élément que je pouvais évoquer dans la sylvoculture. La forêt joue le rôle de coupe-vent. En fait, lorsque le désert de Kalahari est en train de nous menacer, ça signifie ce sont les vents qui soufflent du Kalahari vers nous. Ce sont des vents secs qui viennent chasser les vents humides que nous avons reçus émanant de la forêt équatoriale. Alors nous pouvons faire une barrière naturelle. Nous allons mettre un coupe-vent. Ça signifie lorsque les vents secs qui vont souffler du Kalahari vers chez nous, quand ils vont rencontrer cette barrière naturelle, c'est que nous appelons un coupe-vent naturel. Ils vont se fier à cette barrière et ça s'arrête là. Le désert ne va pas nous atteindre. Donc c'est possible et le conseil que nous pouvons donner aux responsables du service de l'environnement, aux ministres de l'environnement, au gouvernement national ou aux différents gouvernements provinciaux, c'est de donner la culture de planter un arbre. Et on demande à chaque individu, dans la parcelle où il vit, si vous êtes une famille de 5 personnes, essayez de planter les arbres qui peuvent vous être bénéfiques et substantiellement planter les arbres fruitiers. Et vous les différenciez. Vous mettez d'un côté les agrumes, de l'autre côté vous mettez par exemple les bananiers, de l'autre côté vous allez mettre par exemple les goyaves, de l'autre côté vous mettez par exemple les cœurs de bœuf, et vous pouvez aussi le long de votre parcelle planter des eucalyptus qui sont des arbres à croissance rapide et qui ne sont pas trop exigeants, surtout que nous avons une saison de pluie qui nous arrose assez régulièrement, quand bien même la saison sèche prendrait assez du temps. Donc il y a lieu que l'homme intervienne, et c'est ça même que nous appelons la sylvoculture. Il y en a d'autres qui préfèrent parler de sylviculture, et en ce moment-là, ils mettent un trait d'union entre sylvie et culture. Sylvie qui signifie forêt, et culture, l'intervention de l'homme avec ses efforts, avec ses actions. Donc il y a lieu, et chez nous, il faudrait qu'on puisse le faire, parce que avec le réchauffement climatique, supposez que nous ayons dans cette parcelle où nous nous trouvons, dans cette parcelle où nous nous rencontrons, s'il y avait des arbres, nous respirerions un air très frais que celui que nous avons maintenant. Vous regardez tout autour de nous, il y a du soleil, il n'y a pas d'arbres. Donc le soleil assèche cet air-là, et c'est cet air que nous allons respirer. Et quand le désert de Kalahari va souffler en nous envoyant des vents secs, le désert va nous atteindre. C'est ainsi que, bien entendu, comme nous sommes dans une zone excessivement minière, avec l'influence des mines, de l'activité minière à outrance, et cette activité minière utilise des produits nocifs à la santé humaine, ça va faire une action, une synergie avec la menace des vents qui vont venir du sud vers chez nous, avec les gaz à effet de serre, avec tous les produits dangereux qu'on est en train d'éjecter dans les cours d'eau, dans l'atmosphère. Le désert peut nous atteindre. Parce que le désert, c'est le résultat de la destruction de la nature. Parce que vous parlez du désert de Kalahari, je voudrais vous dire que dans les 10 dernières années, dans les 20 dernières années, le désert du Sahara a augmenté
de 30%. Donc ça signifie ceux qui sont aussi au nord de l'Afrique, ils subissent cette influence. Et j'ai aussi eu l'occasion de visiter le nord de l'Afrique. J'étais étonné à voir que dans le désert, ils ont beaucoup plus de fruits que chez nous qui sommes dans une zone intertropicale. Et j'ai vu le long des artères, le long des magasins, tous les fruits des tropiques se retrouvent dans ce désert-là. Alors j'ai interrogé les habitants de Nouakchott, je dis mais qu'est-ce que vous avez fait? Ils disent non, comme nous sommes non loin de l'océan, nous avons pratiqué la culture par irrigation. Donc vous comprenez qu'ils sont dans un désert, mais ils ne vivent pas comme s'ils étaient dans le désert. Donc l'homme peut intervenir de par son activité, de par son énergie dans la nature pour la restructurer, pour la refaire. Or, planter un arbre, ça ne demande pas beaucoup. Regardez par exemple le petit arbuste qui est derrière vous. Nous l'avons planté nous-mêmes. Et avec lui, sachez que dans tout cet environnement, dans tout ce quartier, dans 5 ans, ces arbres vont se retrouver dans chaque parcelle sans qu'on puisse les planter parce que lorsque ils portent leurs fruits à maturité, ils éclatent et les grains sont assez souples. Avec les vents, avec les eaux de pluie, ils peuvent être entraînés et se retrouver dans les parcelles voisines. Donc c'est facile de multiplier les arbres, c'est facile de réparer la nature, un peu comme le docteur Mukwege est en train de réparer les victimes. C'est naturel. Donc quelqu'un arrive, il voit qu'il y a une destruction, il voit qu'il y a une carence, il mène une action en tant qu'humain, il va vers la forêt, c'est ce que nous appelons la sylvoculture.